Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Alors que Donald Trump est président des États-Unis depuis plus de 100 jours, nous nous intéressons à l'impact de ce début de mandat sur le marché de l'art. Nathalie Moureau, qui est professeure en sciences économiques à l'université de Montpellier Paul Valéry, spécialiste de l'économie de la culture, est mon invitée pour en parler. Tout de suite, c'est Art et Marché. Entre les droits de douane, les incertitudes économiques, le début du mandat de Donald Trump a forcément eu un impact sur le marché de l'art, qu'il soit indirect ou direct. Et je suis ravie d'être en compagnie de Nathalie Moureau, qui est professeure en sciences économiques à l'université de Montpellier Paul Valéry, donc spécialiste de l'économie de la culture. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc on parlait de conséquences indirectes ou directes. On va commencer par les directes et on parle beaucoup des droits de douane. Est-ce que c'est ça la principale préoccupation pour l'instant de tous les acteurs du marché de l'art ? Oui et non, c'est-à-dire que non dans la mesure où les œuvres d'art ne rentrent pas dans la liste des biens qui sont soumises à ces droits de douane. Mais oui, parce que il y a toujours une zone d'incertitude. Alors déjà, il y a une différence entre l'art contemporain et les antiquités ou l'art ancien, c'est-à-dire que tout le mobilier, les bijoux, etc., là, ça rentre sous la coupe des droits de douane. Donc il y a cette première chose, c'est-à-dire que l'art ancien est plus touché, enfin les objets d'art anciens sont plus touchés que les objets contemporains. Et pour le contemporain, se pose cette zone d'incertitude. Est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que ça a aussi un objet qui, éventuellement, a un usage ? Donc par exemple, si on prend, c'est Édouard Gouin qui donne l'exemple des sculptures de Lalanne, en disant elles peuvent être très bien qualifiées comme des objets usuels et donc être taxées. Donc se pose cette question-là. Et puis autant il paraît assez évident aujourd'hui qu'on sache qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art contemporaine, même si elle peut être abstraite. Il y a toujours cette idée avec le célèbre cas de l'oiseau dans l'espace de Brancusi, qui à la fin des années 20 avait été considéré et taxé, arrêté à la douane américaine parce qu'il était considéré comme un objet, une pâle d'hélice ou je ne sais quoi, un objet usuel et non pas une œuvre d'art. Et donc il y avait eu à l'époque un procès qui a fait énormément de retentissement, qui avait été intenté par Brancusi, qui avait été gagné à l'époque, où se posait la question est-ce que c'est une œuvre d'art ou non, puisque à l'époque c'était un peu l'art moderne contre l'art contemporain. L'art devait être nécessairement quelque chose de beau, d'esthétique, avec un certain savoir-faire. Et l'oiseau de Brancusi ne correspondait pas à ces critères-là. Et donc il y avait eu énormément de discussions qui étaient complètement assez, quand on les voit aujourd'hui... Oui, avec le recul, oui, complètement c'est un petit délirant. Délirant, où on posait la question, si vous voyez cet objet dans la rue, est-ce que vous l'appelleriez oiseau ? Donc finalement, il y avait eu ce débat, on s'était mis d'accord sur le fait que c'était une œuvre d'art, et on peut se dire que ce débat est dépassé aujourd'hui avec ce qu'on connaît de l'art contemporain. Mais... il y a quand même des questions comme ça. Ce doute, et notamment, par exemple, la communauté européenne et Bruxelles, il y a eu toute une histoire aussi autour de Dan Flavin et de Bill Viola, où des œuvres de Dan Flavin sont considérées comme des éclairages. Et Bill Viola, le matériel de Bill Viola, est considéré comme un matériel d'enregistrement. Même s'ils savent que ce sont des artistes, que c'est de l'art contemporain, comme c'est l'effet qui est diffusé par la lumière, etc., eh bien, l'œuvre est taxée comme un matériel luminaire. Donc, on joue dans la qualification. Oui, et donc du coup, on peut se dire il peut ressurgir tous ces problèmes-là, et il y a une zone de flou, d'incertitude qui va faire que peut-être que les marchands vont plus hésiter à envoyer certaines œuvres plutôt que d'autres. Et il y a aussi également ces politiques douanières qui touchent beaucoup plus fortement la Chine. Est-ce que ce genre de politique, c'est assez fort pour repenser un peu l'échiquier du marché de l'art, parce que c'est vrai que c'est très polarisé, Chine, États-Unis, New York aujourd'hui. Est-ce que ce sont ce genre de politiques qui peuvent
complètement modifier ces polarités? Est-ce que ça peut avoir un impact assez fort par rapport à l'Europe? Par rapport à l'Europe, par rapport au pôle, justement, là par exemple il y avait à Dubaï où de plus en plus de personnes vont dans d'autres pays pour participer aux foires, etc. Est-ce que les politiques de Trump peuvent avoir assez d'impact pour peut-être changer un peu l'échiquier mondial du marché de l'art? Alors ça, on n'en sait rien, parce que ça va dépendre des anticipations des agents, de leur réaction, et il peut y avoir plein de choses qui se passent. Je vais répondre à votre question sur les équilibres, mais par exemple, dans ces droits de douane, ce qui compte, c'est l'origine où est-ce que ça a été fait. Évidemment, peut-être qu'il va y avoir plus de résidences d'artistes qui vont se passer aux États-Unis. À ce moment-là, les œuvres seront créées aux États-Unis, elles ne seront pas soumises à des droits de douane. Ça peut être des ajustements qui se font comme ça, dont on ne peut pas préjuger au départ. Après, sur les équilibres mondiaux, et par rapport aux foires, il y a plus de foires en Europe qu'aux États-Unis. Il est clair que participer à une foire aux États-Unis, si on importe du matériel divers et varié, ça va coûter plus cher. Et déjà, aujourd'hui, les galeries se posaient des questions en disant participer à des foires, c'est de plus en plus coûteux. Donc, il peut très bien y avoir un basculement des foires, plus en Europe, plus en Asie, que vers les États-Unis. De la même façon, on peut très bien avoir des galeries qui choisissent plus de s'implanter en Asie qu'aux États-Unis. Et dans les galeries françaises, il y a des galeries qui ont déjà, quand elles ont ouvert des antennes à l'étranger, décidé de s'implanter plus en Asie. Ça a été le cas de Perrotin, de Magda Danis, ou en Corée. Il y a beaucoup de galeries qui ont déjà fait ce choix. Donc, ça peut s'accentuer. Après, sur le marché de l'art, il est clair que parmi les collectionneurs américains sont beaucoup plus nombreux dans les grands collectionneurs américains. Leur poids est très fort sur le marché international et ça va poser des questions par rapport à l'ensemble du marché. Mais il peut y avoir aussi les collectionneurs asiatiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir un resserrement du marché vers le marché européen aussi, de toute façon. Ça peut rebattre les cartes, effectivement, mais on ne peut pas le préjuger en amont, parce que c'est vrai que, de toute façon, aujourd'hui, le marché américain est très dominant sur la scène internationale. Et même si on regardait uniquement en imaginant que ça se porte aussi sur les artistes vivants, si on regarde sur la scène internationale, les artistes français ont une reconnaissance en termes d'exposition, etc., assez conséquente, mais leur poids en termes économiques est très faible. Ils sont moins chers que les autres artistes à qualité artistique équivalente. On pourrait se dire, c'est le jackpot pour les Français, c'est-à-dire que même avec les droits de douane, ils voudront moins cher, à la limite. Le poids des droits de douane sera moins important pour eux que pour un Allemand ou pour un Britannique. Donc finalement, ça peut être favorable aux artistes français, puisqu'ils sont moins chers à l'heure actuelle. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on attend, mais il y a tellement d'incertitudes là-dessus qu'on ne peut pas savoir, en fait. Justement, vous avez prononcé le mot incertitude, et j'imagine que c'est aussi un des effets indirects des politiques de Trump, c'est justement cette incertitude. Est-ce que ça a forcément un impact, que ce soit positif ou négatif, peut-être sur les collectionneurs qui voudront peut-être acheter maintenant, ou alors sont vraiment dans une attitude d'attentisme? Alors aujourd'hui, ils sont plutôt dans l'attentisme. En fait, d'ailleurs, si on regarde, c'est ça, il y a des chiffres. Si on prend les très riches collectionneurs. Oui. High net worth, voilà, toujours les mêmes. Alors sur le marché, ce qu'a montré le rapport de McAndrew, c'est que le haut du marché se casse très clairement la figure. Le rapport à Basel. Très clairement, le haut du marché, les chiffres ont chuté sur les enchères très, très, très élevées. Et cela même, en même temps, le marché des œuvres à moins de 50 000 euros, lui, a augmenté. Mais le haut du marché a chuté, alors même que le nombre de très riches collectionneurs a augmenté dans le monde. Donc, c'est pas parce qu'il y a beau avoir plus de milliardaires et plus de riches collectionneurs, le fait qu'il y ait une incertitude, ça crée un attentisme et une certaine crainte. Et cette montée de l'incertitude, c'est vraiment un élément central aujourd'hui dans la politique économique chez Trump et sur le marché de l'art.
d'un point de vue, le FMI calcule un indice d'incertitude dans le monde. Et en fait, pour ce faire, il regarde dans les rapports économiques qui sont faits par les différents pays, le nombre de fois où le terme incertitude ou des mots un peu similaires sont employés. Et je crois qu'il était, si je ne veux pas me tromper, cet indice était au niveau 55 000 environ au moment de la crise Covid. J'ai regardé hier, il était aux alentours de 75 000. Donc on voit bien qu'il y a un niveau très très élevé et je me suis même amusée à faire la même chose avec le rapport Art-Basel en regardant le nombre de pages dans le rapport Art-Basel et en faisant une recherche rapide avec uncertainties, etc., etc. Et si je prends qu'incertain, je suis à un mot comme ceci toutes les 8 pages. Sur un rapport de 200 ouais, voilà. Si je rajoute volatilité, je suis à 1 tous les 4 pages. Donc on voit bien que c'est une préoccupation extrême. Très forte sur le marché de l'art. Alors, il peut y avoir de l'attentisme. Alors après, ce qui se passe aussi, c'est que dans les périodes d'inflation, si les gens sont sur le marché de l'art aussi pour du placement, il peut y avoir volonté de diversifier ces placements, puisque la bourse, il y a de plus en plus d'incertitudes sur la bourse, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, on va équilibrer en allant sur des valeurs plus sûres. Alors, ça peut être l'or. Et donc, on diversifie son portefeuille. Et il peut potentiellement avoir aussi des œuvres d'art, mais c'est des biens qui sont moins liquides que d'autres biens. Et donc, du coup, il y a cet attentisme très fort qui joue. Et il y a aussi toutes des politiques culturelles de Donald Trump, qui a retiré des subventions, etc. Est-ce que ça peut avoir un impact in fine, indirect sur le marché de l'art, peut-être aussi des institutions du coup qui ne vont plus acheter de collections, qui n'ont plus développé leur collection, etc. Alors, ce que vous dites, je sais, il y a plusieurs choses là-dedans. Oui. Il y a à la fois, et vous avez raison de le souligner, il y a à la fois l'impact direct sur le marché, c'est-à-dire les œuvres qui rentrent pour être vendues aux États-Unis, les collectionneurs, etc. Et au départ, quand Donald Trump a voulu mettre des droits de douane sur les autres biens, c'est pour préserver certains secteurs américains pour lesquels sa balance commerciale était déficitaire par rapport aux autres pays. Pour le marché de l'art, c'est pas le cas, à part pour l'art ancien, mais pour le marché de l'art contemporain, c'est largement excédentaire. Mais le problème qui se pose pour le monde de l'art, c'est que c'est pour l'écosystème de l'art contemporain, c'est pour tout ce qui est exposition, pour toutes ces choses-là. Et donc, du coup, effectivement, les œuvres d'art vont avoir beaucoup plus de mal à rentrer sur le continent américain, parce que chaque fois, ça va être taxé, puisque aux États-Unis, il n'y a pas le même système que ce que nous avons en France, où il y a un système où les œuvres admission temporaire, c'est-à-dire que les œuvres qui sont conduites à ressortir ne sont pas taxées, alors qu'aux États-Unis, dès lors qu'une œuvre rentre, elle est taxée. Si elle ressort, on reverse le montant. Mais donc, il peut y avoir toutes ces conséquences-là par rapport à ce système d'exposition et puis, par exemple, qui peut avoir des conséquences très négatives. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que vous dites par rapport au secteur culturel, et on l'a vu hier avec ce qui est ressorti, on voit tous les films qui sont taxés à plus de 100%. Bon, c'est pas encore fait, mais il en parle. Et là, il s'attaque à un sacro-saint élément où, depuis la Seconde Guerre mondiale, avec les accords du GATT, il y avait le principe d'exception culturelle où tous les biens culturels en Europe n'étaient pas soumis aux mêmes, et dans le commerce, n'étaient pas soumis aux mêmes règles que les autres biens. Et il y avait une exception pour pouvoir avoir des quotas, etc. Hier, il s'est attaqué au film. Et en Europe, c'est vrai que, par exemple, dans le cinéma français, il y a le système de subventions croisées entre la télévision et puis même aussi Netflix qui finance le cinéma français, etc. Ça va apporter un coût terrible. Et si il le fait pour ces industries culturelles-là, il peut très bien le faire après pour le marché de l'art. C'est-à-dire que ça va avoir des répercussions également, quoi. On va avoir des effets boule de neige, voilà. Super, merci beaucoup Nathalie Moreau. Je vous rappelle que vous êtes professeure en sciences économiques à l'université de Montpellier, Paul Valéry, spécialiste en économie de la culture. Merci beaucoup de nous avoir donné tous ces détails. Peut-être que vous reviendrez dans quelques mois si tout cela a évolué. Merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché. Merci.